Thomas Mackenzie leva sa hache au-dessus de sa tête et l'abattit avec force sur un billot de pin. Le bois se fendit dans un craquement sourd, et les deux moitiés volèrent de chaque côté, laissant dans l'air un arôme dense et résineux. La sueur perlait sur son visage buriné et hâlé par le soleil, malgré la fraîcheur de cette matinée d'octobre dans les montagnes du Colorado. Le brouillard ne s'était pas encore entièrement dissipé dans les vallées, et l'air était vif, presque piquant dans ses poumons. 12 ans, 12 longues années qu'il vivait dans cette cabane, niché au milieu des pins centenaires et des trembles frémissants sur le flanc de la montagne Bear Ridge. 12 ans sans entendre de voix humaine, à l'exception des rares rencontres avec les trappeurs qui s'aventuraient si haut en quête de peaux de castor et de fourrures de martre. Thomas préférait qu'on le laisse en paix, et les montagnes lui offraient généreusement cette solitude bénie. Lorsqu'il était arrivé ici, blessé et aigri, cet endroit lui avait semblé être le bout du monde. Aujourd'hui, c'était devenu son foyer. Chaque arbre, chaque sentier, chaque méandre du ruisseau lui était aussi familier que ses propres mains. Il savait où les cerces se cachaient pendant les chaleurs de midi, où les ours préparaient leur tanière pour l'hiver, et où les premières baies comestibles apparaissaient au printemps. Il ramassa les bûches fendues et les transporta jusqu'au porche de la cabane. La bâtisse était éteinte simple, mais robuste. Des rondins assemblés de ses propres mains, ajustés si parfaitement qu'il n'y avait pas un seul clou. Un toit de bardeaux de cèdre qu'il préparait chaque automne, avant les premières sueur-neige. Une petite lucarne, juste sous le toit, donnait sur la vallée, où, dans la brume matinale, on devinait les fermes lointaines, les routes et les points minuscules des villages qu'il ne fréquentait plus et vers lesquels il n'aspirait plus à retourner. La fumée de la cheminée en pierre montait droit vers le ciel, signe d'une journée claire. Thomas avait appris à déchiffrer le temps à travers 100 signes subtils. Le mouvement des nuages, le comportement des oiseaux, l'odeur du vent. Aujourd'hui, l'air sentait l'écorce de pin, les feuilles de tremble mortes et cette fraîcheur particulière qui annonce les premières gelées. Il essuya ses mains sur son pantalon de cuir usé et regarda le ciel à travers la cime des arbres. Le soleil montait déjà vers le zénith, ses rayons dorés perçant à travers les branches des pins et créant un jeu complexe d'ombre et de lumière sur le sol jonché d'aiguilles. Au loin, un pic vert se mit à marteler un tronc, d'un son régulier et méthodique, comme le tic-tac d'une horloge. Il faudrait bientôt vérifier ses collets. À cette période de l'année, les lièvres devenaient particulièrement méfiants en prévision du long hiver montagnard. Thomas détacha sa gourde de sa ceinture et but une gorgée d'eau tiède. Elle avait un goût métallique. Il devrait descendre au ruisseau pour la remplir d'eau fraîche de la source. Le ruisseau ne gelait jamais complètement, même durant les froids les plus rigoureux, grâce à des sources chaudes souterraines. Il se dirigeait vers le ruisseau pour se laver et prendre de l'eau lorsqu'il entendit un craquement de branches derrière lui. Thomas s'immobilisa instantanément, comme il l'avait fait des centaines de fois au cours de ses longues années dans la nature sauvage. Il avait appris à distinguer chaque son de la forêt, du bruissement à peine audible d'une souris dans les sous-bois, au pas lourd et balancé d'un grizzly. Il savait reconnaître quand le vent agitait simplement les branches et quand quelqu'un s'y faufilait. Ce n'était pas un ours, les pas étaient trop légers, ni un cerf, l'alternance des pauses ne correspondait pas. Pas plus qu'un puma, qui se déplaçait en silence, comme un fantôme. C'étaient des pas humains, hésitants, prudents, mais indubitablement humains. Thomas se retourna lentement, sa main droite glissant instinctivement vers le manche de son couteau de chasse à sa ceinture. De la main gauche, il tâtonna derrière son dos pour trouver la crosse de son vieux Colt, qui ne le quittait jamais, même ici, dans les montagnes. 12 ans plus tôt, ce revolver lui avait sauvé la vie, et l'avait aussi détruite. Des sapins denses et bas, une silhouette apparut, petite, fragile, totalement déplacée dans ce paysage sauvage et rude. Une robe bleue élimée, sans doute élégante autrefois,
maintenant déchirées et souillées. De petites bottines en cuir, manifestement conçues pour la ville, inadaptées aux sentiers rocailleux des montagnes. Des bas blancs filés et troués. Une fillette. 10, peut-être 11 ans. Très maigre, avec des épaules pointues sous le tissu fin de sa robe. Ses cheveux blonds, presque blancs, étaient ébouriffés et emmêlés, s'échappant de 2 tresses. Son visage d'enfant était couvert de la poussière du chemin et griffé par les branches. Une ecchymose assombrissait l'une de ses joues. Mais ses yeux. Thomas sentit quelque chose de froid se serrer dans sa poitrine et remonter vers sa gorge. Les yeux de la fillette étaient de la même couleur rare que les siens, un gris bleu. La couleur d'un ciel d'hiver juste avant la neige. Des yeux comme ceux-là étaient rares, et Thomas ne connaissait qu'une seule personne qui les avait, lui-même. Elle se tenait à l'orée de la clairière, une main agrippée au tronc rugueux d'un grand pin, comme prête à disparaître à nouveau dans la forêt à tout moment. Elle le regardait avec un tel mélange d'espoir, de peur et de désespoir, que Thomas eut l'impression d'avoir reçu un coup au plexus solaire. « Papa » dit doucement la fillette, sa voix tremblant de fatigue, de froid et d'une peur à peine contenue. « Papa, c'est vraiment toi ?» Le mot « papa » résonna comme une incantation qu'elle craignait de voir sans effet. Dans sa voix, on entendait les nuits sans sommeil, les longues journées de marche, la faim et l'espoir, seule chose qui l'avait poussé à continuer. Thomas sentit le monde familier vaciller et se brouiller autour de lui. La terre semblait se dérober sous ses pieds, et un bourdonnement emplit ses oreilles. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche, et son cœur battait si fort qu'il lui sembla qu'on devait l'entendre dans toute la contrée. 12 ans plus tôt, il avait quitté le monde des hommes, abandonnant tout ce qui le liait à son passé. L'amour, la douleur, la culpabilité, les espoirs. Il était parti sans jamais se retourner. Et voilà que le passé venait à lui sous les traits de cette petite fille, avec ses yeux et sa voix tremblante. « Je crois que tu te trompes, petite, » dit-il enfin, d'une voix rauque, rendue âpre par le long silence et l'émotion soudaine. « Il n'y a personne ici que tu pourrais chercher. Seul un vieux chasseur vit ici. » Mais même en disant cela, il savait qu'il mentait, à elle et à lui-même. La fillette, mollie comme il l'apprendrait quelques minutes plus tard, secoua lentement la tête. Son mouvement était déterminé, malgré son apparence fragile et la fatigue qui se lisait dans chaque ligne de sa petite silhouette. « Non, » dit-elle doucement, mais fermement. « Maman ne m'a jamais menti. Elle a dit que tu étais ici, et tu es là. » Elle fit quelques pas hésitants en avant, et Thomas remarqua qu'elle boitait. Sa jambe gauche la faisait visiblement souffrir. La bottine de ce pied était déchirée, et à travers le trou, on voyait le tissu ensanglanté du bas. « Maman disait que tu vivais dans les montagnes, là où les pins touchent les nuages, » continua-t-elle, sans quitter des yeux son regard d'un gris bleu incroyablement familier. « Elle a dit que si quelque chose arrivait, si elle allait vraiment mal, je devais te trouver. Elle a dit que tu étais grand, avec des cheveux noirs et une cicatrice sur le menton. » La fillette pointa une main tremblante vers la vieille marque blanche qui traversait son visage de l'oreille gauche jusqu'au coin de la lèvre. « Et que tu avais les mêmes yeux que moi, des yeux couleur d'hiver. » Thomas toucha involontairement sa cicatrice, ce rappel éternel d'une époque qu'il s'efforçait désespérément d'oublier. Le souvenir revint, vif comme une blessure. Une bagarre au saloon Silver Dollar, le fracas des meubles brisés, les cris, les coups de feu, l'odeur de la poudre et du sang. Puis la fuite dans la nuit, la longue route vers les montagnes, loin des hommes et de leur jugement. « Comment s'appelle ta mère ?» demanda-t-il bien qu'au fond de son âme, là où il gardait ses souvenirs les plus douloureux. Il connaissait déjà la réponse. « Élisabeth » répondit la fillette,
et dans la manière dont elle prononça ce nom, avec amour, regret et douleur, Thomas entendit toute la vérité. « Elizabeth Warner, et moi je m'appelle Molly, Molly Warner. » Elizabeth. Le nom le frappa comme un coup de fouet. Thomas ferma les yeux et vit aussitôt son visage. Des yeux bruns rieurs parsemés d'étincelles dorées, des cheveux châtains qu'elle aimait tresser en une natte serrée et enrouler sur sa nuque. De petites mains si habiles à coudre et à cuisiner. Une voix qui pouvait être aussi douce que celle d'une mère berçant son enfant, et ferme quand il fallait défendre ce qui lui était cher. Elizabeth, qu'il avait laissée à Denver 12 ans plus tôt, quand il avait compris que son passé, ses ennemis, sa maudite réputation de pistolero pourraient la détruire. Elizabeth, qui pleurait pendant qu'il rassemblait ses maigres affaires. Elizabeth, qui l'avait supplié de rester, et à qui il n'avait pas pu expliquer pourquoi il devait partir. « Où est-elle maintenant » demanda-t-il encore plus bas, craignant d'entendre la réponse. Molly baissa la tête, et ses frêles épaules se mirent à trembler. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis releva le visage, et Thomas vit des larmes sur ses joues. « Maman est morte il y a 3 semaines, » dit-elle, la voix brisée. Elle a été malade longtemps. Elle toussait du sang et maigrissait sans cesse. Le docteur a dit que c'était la phtisie et qu'il n'y avait rien à faire. Avant de mourir, elle m'a donné ce foulard et m'a dit de te trouver. Molly sortit de sa poche un foulard de soie rouge élimé, et Thomas le reconnut immédiatement. Il l'avait lui-même acheté pour Elizabeth au marché de Noël 12 ans auparavant. À l'époque, le rouge était aussi vif qu'une goutte de sang sur la neige, et la soie chatoyait à la lumière des lampes à pétrole. Le tissu était maintenant délavé, les bords effilochés, mais c'était sans aucun doute le même foulard. Elle a dit que si je te montrais le foulard, tu croirais que je suis vraiment sa fille, ajouta Molly, serrant fermement le tissu rouge dans son petit poing. Le monde autour de Thomas s'immobilisa. Le vent cessa de murmurer dans la cime des arbres, les oiseaux se turent. Même le bruit lointain du ruisseau s'éteignit. Le temps s'arrêta, et dans ce silence, on n'entendait que les battements de son propre cœur, forts, douloureux, désespérés. Élisabeth était morte. La femme qu'il avait aimée et quittée pour la sauver était morte seule, d'une maladie qui avait dévoré ses poumons et lui avait pris la vie goutte à goutte. Et cette fille, quel âge as-tu, Molly ? Demanda-t-il, sachant déjà que la réponse changerait toute sa vie. 11 ans, répondit-elle. J'ai eu 11 ans en avril, le 23 avril. Thomas fit un rapide calcul mental. 11 ans et 6 mois plus tôt. Oui, c'était possible. Plus que possible. Il avait quitté Denver en février, et Molly était née en avril. Il était parti sans savoir qu'Elizabeth était enceinte, sans savoir qu'il laissait derrière lui non seulement la femme qu'il aimait plus que sa propre vie, mais aussi un enfant à naître. Son enfant. Molly fit un autre pas hésitant, et Thomas vit à quel point elle tremblait, non seulement de peur et de fatigue, mais aussi du froid qui, dans les montagnes d'octobre, commençait à mordre dès le crépuscule. La robe de la fillette était trop fine pour la région, et ses bas déchirés, ainsi que ses bottines trouées, ne la protégeaient guère du sol rocailleux et du givre matinal. « J'ai marché pendant 3 jours, » dit-elle doucement, essuyant ses larmes du revers de la main, laissant des traînées sales sur sa joue. J'ai dormi sous les arbres. J'ai bu l'eau des ruisseaux. J'avais très faim, mais je savais que je devais te trouver. Maman a dit que tu prendrais soin de moi. Thomas sentit une douleur inconnue, presque oubliée, se déployer dans sa poitrine. Cette petite fille avait traversé des montagnes sauvages, peuplées d'ours et de pumas, affamée et seule, ne croyant qu'aux histoires de sa mère mourante. Croyant qu'elle trouverait un père qu'elle n'avait jamais vu dans ce désert infini de roches et de forêts. Il regarda son visage, fatigué, mais empreint d'une détermination obstinée,
et y vit le reflet d'Élisabeth. La même courbe des sourcils, la même forme des lèvres, la même habitude de se mordre la lèvre inférieure quand elle avait peur. Et quelque chose de lui aussi. La couleur des yeux, la ligne du menton, et même la façon dont elle tenait la tête, légèrement relevée malgré la fatigue. « Tu as faim » demanda-t-il enfin, sa voix sonnant étrangement rauque. Molly hocha la tête, ne faisant manifestement pas confiance à sa propre voix. En réponse, son estomac gargouilla de manière traîtresse, et elle posa ses mains dessus, embarrassée. Thomas resta silencieux pendant quelques longues secondes, luttant contre ses propres émotions. 12 ans qu'il vivait seul, 12 ans qu'il s'efforçait de ne pas penser à ce qu'il avait laissé derrière lui. Il avait bâti autour de lui des murs de silence et de solitude, et ces murs le protégeaient de la douleur, des regrets, de cette culpabilité qui aurait pu le dévorer vivant. Et maintenant, le passé se tenait devant lui sous les traits de cette fillette aux yeux semblables aux siens et aux mains tremblantes. Et il ne pouvait pas simplement se détourner et continuer son chemin. Il ne pouvait pas la renvoyer dans un monde qui, de toute évidence, ne voulait ou ne pouvait pas s'occuper d'elle. « Viens à la maison », dit-il en reculant d'un pas et en désignant la cabane d'un geste. « Je vais te faire chauffer du lait et te trouver quelque chose à manger, et on va regarder ta jambe. » Le visage de Molly s'illumina du premier vrai sourire depuis son apparition dans la clairière. C'était un sourire timide, mais il rayonnait d'un tel soulagement et d'une telle gratitude que Thomas en eut le souffle coupé. « Ça veut dire que tu es vraiment mon papa ?» demanda-t-elle en faisant un pas prudent dans sa direction. Thomas la regarda longuement, attentivement. Ses yeux gris-bleus, ses cheveux blonds échappaient des tresses, la courbe et obstinée de son menton qu'il voyait dans le miroir chaque matin. Tout en elle disait qu'elle était sa fille, une fille dont il ignorait l'existence et qui avait grandi sans lui. « Je crois que oui, » répondit-il doucement. « Je crois que oui, Molly. » Il se tourna vers la cabane et elle le suivit en boitillant, s'efforçant de ne pas montrer sa douleur. L'intérieur de la cabane était chaud et accueillant après l'air froid de la montagne. La pièce était petite mais aménagée, avec le sens pratique d'un homme habitué à se contenter de peu. Un foyer en pierre occupait presque tout le mur du fond, où des bûches de bouleau crépitaient joyeusement, emplissant l'air d'un arôme fumé. Au-dessus du feu pendait une marmite noircie d'où s'élevait de la vapeur. Thomas se préparait sa soupe matinale à base de venaison et de racines sauvages. À gauche de l'entrée se trouvait un lit rudimentaire fait de planches, avec des peaux d'ours en guise de matelas et de couverture. À droite, une simple table en bois, 2 tabourets et des étagères où étaient soigneusement rangées ses maigres provisions. Des sacs de farine et de sel, des bouquets d'herbes séchées, des pots de miel et de confiture de baies sauvages. Dans un coin, un coffre à vêtements et ses armes, un fusil, un couteau de chasse, des munitions. Molly s'arrêta sur le seuil, les yeux écarquillés. Pour une fillette qui avait grandi en ville, cet environnement devait paraître totalement sauvage. Mais il n'y avait pas de peur dans son regard, seulement de la curiosité et quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Assieds-toi là », dit Thomas en désignant le tabouret le plus proche du foyer. « Tu vas te réchauffer un peu. » Molly s'assit prudemment, et Thomas remarqua avec quel soulagement elle étendit sa jambe blessée. Il versa du lait dans une petite casserole et la posa sur les braises pour la faire chauffer. Puis il prit sur l'étagère une miche de pain noir qu'il avait cuite 3 jours plus tôt, en coupa une tranche épaisse et l'étala de miel. « Tiens, mange ça en attendant, » dit-il en lui tendant le pain. « Le lait sera bientôt chaud. » Molly prit le pain à 2 mains et en mordit un gros morceau, à la façon dont elle mangeait avidement. Tout en essayant de ne pas paraître mal élevée, Thomas comprit qu'elle n'avait pas mangé à sa faim depuis plusieurs jours. « Merci » marmonna-t-elle la bouche pleine, puis elle rougit et déglutit. « Excusez-moi. Maman disait qu'il faut d'abord avaler avant de parler. »« Ta mère avait raison, » dit Thomas, avec une douceur inattendue dans la voix. « Mais pour l'instant, mange tranquillement.
Il est difficile de parler le ventre vide. Il s'accroupit à côté d'elle et examina prudemment sa jambe blessée. « Je peux regarder ce que tu as à la jambe ?» Molly hocha la tête, sans cesser de manger. Thomas souleva délicatement le bord de la bottine déchirée et grimaça. Le pied était sévèrement écorché par les pierres et les branches. Une coupure profonde rougissait sur la cheville, et le talon était écorché à vif. « Ça fait mal ?» demanda-t-il. « Un peu, » admit Molly. « Mais j'ai supporté. Maman disait que les Warner savent endurer. » Les Warner. Thomas se souvint qu'Elizabeth avait pris ce nom de famille après son départ. Probablement pour que sa fille ne porte pas le nom de Mackenzie, un nom traînant une réputation sanglante. Il se leva et se dirigea vers le coffre où il gardait ses quelques remèdes. De la teinture de calendula, des bandages, une pommade cicatrisante. En 12 ans de vie dans les montagnes, il avait appris à se soigner lui-même et les animaux blessés qu'il ramenait parfois chez lui. « On va nettoyer et panser ça », dit-il en revenant avec les bandages et un flacon de teinture. « Ça va piquer un peu, mais ça ira mieux après. » Le lait dans la casserole commençait à frémir. Thomas le retira du feu, y ajouta une cuillère de miel et tendit une tasse en bois à la fillette. « Attention, c'est chaud. » Molly saisit la tasse à 2 mains, savourant sa chaleur, et but une petite gorgée. Son visage s'éclaira. Elle n'avait probablement rien bu de chaud depuis longtemps. « Et maman, elle te parlait de moi ?» demanda Thomas en commençant à nettoyer délicatement ses plaies avec de l'eau tiède. Molly hocha la tête. Elle racontait beaucoup d'histoires. Elle disait que tu étais le meilleur tireur de tout l'Ouest sauvage, mais que tu ne tirais que pour te défendre. Que tu avais des mains en or, que tu savais tout faire. Construire des maisons, soigner les gens, dompter les chevaux sauvages. Elle but une autre gorgée de lait, et elle disait aussi que tu étais parti pour nous protéger des méchants qui te voulaient du mal. Thomas s'immobilisa, un bandage à la main. Alors, Élisabeth avait compris. Elle avait compris pourquoi il ne pouvait pas rester, pourquoi il avait disparu une nuit sans vraiment expliquer ses raisons. Elle n'avait pas dit à sa fille que son père les avait abandonnés, mais qu'il les protégeait. « Maman ne pleurait jamais quand elle parlait de toi, » continua Molly. « Mais je voyais bien qu'elle était triste, surtout le soir, quand elle pensait que je dormais. » « Et comment viviez-vous ? À Denver ?» demanda-t-il en pansant soigneusement sa jambe. Maman cousait. Elle avait des mains en or. Elle pouvait transformer un simple tissu en une robe plus belle que celle des magasins. Les dames riches lui commandaient eau des tenues pour les bals et les réceptions. La voix de Molly devint plus triste, mais quand elle est tombée malade, c'est devenu difficile de travailler. Ses mains tremblaient, elle toussait et se fatiguait. Les commandes se sont faites de plus en plus rares. Et la famille, les amis? Molly secoua la tête. Maman disait qu'elle n'avait plus personne. Ses parents étaient morts quand elle était jeune. Et les amis, ils se sont détournés quand ils ont appris qu'elle n'avait pas de mari. La fillette marqua une pause. Certains disaient de vilaines choses sur maman. Mais elle n'y prêtait pas attention. Thomas sentit une rage ancienne et familière monter en lui. Élisabeth avait dû élever un enfant seule, lutter seule contre la maladie, survivre seule dans un monde qui condamnait les femmes, osant vivre en dehors des règles de la société. « Voilà, » dit-il en nouant le bandage. « Maintenant, ça va guérir. Essaie juste de ne pas trop t'appuyer sur cette jambe. »« Merci, » dit doucement Molly. Elle finit son lait et posa la tasse sur la table. « Je peux rester ici ? Juste pour un petit moment ? Je ne dérangerai pas, promis. Je sais cuisiner et faire le ménage. Maman m'a appris. » Thomas la regarda, cette petite fille avec ses yeux, qui avait traversé les montagnes pour trouver un père qu'elle n'avait jamais vu. Cet enfant resté tout seul au monde, qui ne demandait qu'à ne pas être chassé. « Bien sûr que tu peux rester, » dit-il. « C'est ta maison, maintenant, si tu le veux. » Molly sourit, le premier sourire vraiment heureux de la matinée.
Je veux, dit-elle simplement. Je veux vraiment. Et Thomas Mackenzie, qui avait vécu 12 ans dans la solitude, comprit soudain que sa vie venait de changer pour toujours. Les premiers jours de leur vie commune se déroulèrent dans une observation mutuelle et prudente. Thomas, habitué au silence absolu de sa cabane, se réveillait désormais au son de la respiration tranquille de la fillette endormie à ses côtés. Il lui avait cédé son lit et s'était installé par terre près du foyer, sur les peaux d'ours. Molly avait protesté, affirmant qu'elle pouvait dormir n'importe où, mais Thomas était resté inflexible. « Ta jambe doit se reposer correctement », avait-il expliqué, et la fillette n'avait pas insisté. Molly se révéla étonnamment autonome pour son âge. Élisabeth l'avait en effet bien éduquée. La fillette se levait tôt, faisait son lit avec soin, aidait à préparer le petit déjeuner. Ses gestes étaient maladroits. Elle n'était manifestement pas habituée à la vie dans la forêt, à cuisiner sur un feu ouvert, à utiliser l'eau du ruisseau au lieu d'un robinet. Mais elle faisait de son mieux. « Maman disait qu'il faut être utile », expliqua-t-elle, lorsque Thomas la surprit en train de balayer le sol avec un balai de fortune fait de branchages. Que même de petites mains peuvent accomplir de grandes choses. Thomas l'observait et sentait quelque chose de glacial et de longtemps gelé en lui commencer à fondre. Pendant 12 ans, il avait vécu comme un loup solitaire, ne se souciant que de sa propre survie. Et maintenant, une voix humaine résonnait à nouveau dans sa maison. Quelqu'un attendait son retour de la chasse. Le 3e jour, il partit vérifier ses collets et revint avec 2 lièvres et quelques perdrix. Molly était assise sur le porche, en train de raccommoder sa robe déchirée, recousant les trous avec de petits points soignés. « Où as-tu appris à coudre comme ça ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « C'est maman qui m'a appris », répondit Molly, sans lever les yeux de son travail. Elle disait qu'une femme doit savoir créer de la beauté avec ses mains, que c'est un don spécial. Thomas regarda son visage concentré, ses petits doigts maniant l'aiguille avec dextérité, et vit dans ses gestes un écho d'Élisabeth. La même grâce, la même précision, le même amour du travail. « Tu m'apprendras à cuisiner les perdrix ?» demanda Molly alors qu'il commençait à plumer les oiseaux. « Je sais faire de la soupe et des œufs au plat, mais je n'ai jamais cuisiné de gibier. »« Bien sûr, » répondit Thomas, « mais d'abord, il faut les préparer correctement. » Il lui montra comment. Plumer, vider et dépecer la volaille. Molly grimaçait face à ce spectacle inhabituel, mais elle suivait attentivement ses mains, mémorisant chaque mouvement. En ville, la viande était vendue déjà prête, avoua-t-elle. Maman l'achetait chez le boucher, au marché. Ici, il faut tout faire soi-même. C'est une autre vie ici, convint Thomas. Plus dure, mais plus honnête. Tu chasses ta propre nourriture. Tu construis ta propre maison. Tu prends soin de toi. Tu ne dépenses de personne. Et tu ne t'es pas senti seul pendant toutes ces années ? Demanda Molly à l'improviste. Tout seul, sans personne ? Thomas s'arrêta, une perdrix à moitié plumée à la main. Seul. Il s'était si longtemps persuadé que la solitude était la liberté, qu'il n'avait besoin de personne. Mais maintenant qu'une autre personne vivait dans sa maison, qu'un sourire l'accueillait le matin et que quelqu'un lui souhaitait bonne nuit le soir, il comprit qu'il s'était menti à lui-même. Avoua-t-il doucement, surtout en hiver, quand la neige arrivait jusqu'à la taille, et que je ne voyais âme qui vive pendant des semaines. Mais je pensais que c'était mieux ainsi. Plus sûr. Plus sûr de quoi ? Thomas hésita, se demandant quelle part de vérité une fillette de 11 ans pouvait supporter. Puis il décida qu'elle avait le droit de savoir pourquoi elle avait grandi sans père. J'avais un passé, Molly, un passé pas très reluisant. J'étais un pistolero, je protégeais des caravanes de marchands, je travaillais parfois comme adjoint du shérif dans de petites villes. Et je me suis fait des ennemis, des gens qui voulaient me tuer. Pourquoi ? Pour la justice, répondit Thomas après une pause. J'arrêtais les méchants, je protégeais les faibles. Mais dans l'Ouest sauvage, la justice se paye parfois avec du sang.
Et tôt ou tard, l'un de ceux que j'avais arrêtés, ou leurs amis, serait venu me chercher. Et ta mère et toi auriez souffert avec moi. Molly hocha la tête avec une gravité qui dépassait son âge. Maman disait quelque chose de semblable, que tu étais parti pour nous protéger, pas parce que tu ne nous aimais pas. J'aimais ta mère plus que ma vie, dit Thomas, et sa voix était si chargée de douleur que Molly leva des yeux surpris vers lui. Je l'aimais au point de préférer lui infliger la douleur de la séparation plutôt que de l'exposer à un danger mortel. « Et moi ?» demanda doucement la fillette. « Tu m'aimes, même si tu viens seulement d'apprendre mon existence ?» Thomas la regarda, ses yeux gris-bleu remplis d'espoir et de crainte, ses cheveux blonds qu'elle tressait maintenant en une seule natte, comme le faisait Élisabeth, ses petites mains si semblables à celles de sa mère. Et il comprit qu'en quelques jours, elle était devenue pour lui plus qu'un simple enfant à nourrir et à réchauffer. Elle était devenue sa fille. « Oui, dit-il simplement, je t'aime, et je te protégerai toute ma vie. » Molly sourit, de ce sourire d'enfant particulier qui peut illuminer la plus sombre des journées. « Et moi aussi je t'aime, papa, même si on vient de se rencontrer. » Le mot « papa » sonnait encore étrange pour Thomas, mais il devenait de plus en plus naturel à chaque fois, comme s'il avait attendu toute sa vie que quelqu'un l'appelle ainsi. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du foyer après le dîner, Molly demanda soudain « Et si ces méchants nous retrouvent ici ?» Thomas regarda le vieux Colt accroché au mur, le fusil dans le coin. Depuis 12 ans, il n'avait pas tiré sur un homme, seulement chassé des animaux. Mais les compétences d'un tireur ne s'oublient pas plus qu'on oublie de respirer. « Ils ne nous trouveront pas, dit-il avec assurance. Et s'ils nous trouvent, je serai prêt. »« Tu m'apprendras à tirer ?» demanda Molly de manière inattendue. « Pourquoi veux-tu ça ? Maman disait qu'une femme doit savoir se défendre. Et ici, dans les montagnes, c'est encore plus important qu'en ville. Il y a des ours et des loups, et peut-être des méchants. » Thomas réfléchit. La fillette avait raison. Dans ces contrées sauvages, savoir manier une arme pouvait sauver une vie. Et il valait mieux lui apprendre correctement que de la laisser apprendre par elle-même. « D'accord, accepta-t-il. Mais d'abord, tu dois comprendre qu'une arme n'est pas un jouet. C'est une responsabilité. On ne tire que pour protéger une vie, la sienne ou celle d'un autre. »« Je comprends, » hocha sérieusement la tête Molly. « Maman racontait que tu ne tirais jamais le premier, que tu donnais toujours aux gens une chance de reculer. » « Ta mère se souvenait de beaucoup de choses, » dit doucement Thomas. « Elle se souvenait de tout, » répondit Molly. « Et elle m'a transmis ses souvenirs. » Cette nuit-là, allongé sur ses peaux près du foyer mourant, Thomas écoutait la respiration régulière de sa fille endormie et songeait à quel point sa vie avait changé. Une semaine plus tôt, il se réveillait dans un silence total, planifiait sa journée en ne pensant qu'à l'endroit où poser de nouveaux collets et au moment de couper du bois pour l'hiver. Maintenant, il se réveillait et vérifiait d'abord si Molly n'avait pas eu froid pendant la nuit. Il planifiait non seulement la chasse, mais aussi des leçons. Comment allumer un feu, comment trouver des plantes comestibles, comment lire les traces des animaux. Il pensait à ce dont la fillette aurait besoin à l'arrivée de l'hiver. Des vêtements chauds, plus de nourriture, peut-être des couvertures supplémentaires. Et pour la première fois en 12 ans, il ne se sentait pas seul. Le matin du 7e jour, Molly se réveilla plus tôt que d'habitude. Thomas l'entendit se lever doucement, en essayant de ne pas le réveiller, et sortir. Quelques minutes plus tard, il la suivit. La fillette se tenait à l'orée de la clairière et regardait le soleil levant. Une légère brise jouait dans ses cheveux blonds, et ses yeux gris-bleu reflétaient que les premiers rayons de l'aube. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'approchant d'elle. « À maman » répondit Molly sans se retourner. « Je me demande si elle nous voit en ce moment, si elle sait que je t'ai trouvé. »
Thomas posa une main sur son épaule. « Je pense qu'elle le sait, et qu'elle est fière de toi. Tu as fait un long chemin pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, je suis à la maison. Dis doucement, Molly. N'est-ce pas? C'est ma maison, maintenant. Notre maison, la corrigea Thomas. La tienne et la mienne. » Et lorsque Molly l'enlaça par la taille, sa joue pressée contre sa chemise, Thomas Mackenzie comprit que son long exil était terminé. Il n'était plus un simple ermite survivant, mais un homme, un père. Octobre touchait à sa fin, et les montagnes se préparaient pour l'hiver. L'air était devenu plus vif, l'herbe se couvrait d'un givre argenté le matin, et les sommets lointains blanchissaient déjà sous la première neige. Thomas le savait. Il ne restait pas plus d'1 mois avant les grands froids, et il fallait se préparer. Mais maintenant, il ne se préparait plus seulement pour lui-même. « Molly, apporte une autre brassée de bois », demanda-t-il en fendant une nouvelle bûche, et empile-la sous l'auvent pour que la neige ne la mouille pas. La fillette courut docilement vers le tas de bois. En 2 semaines de vie dans les montagnes, elle s'était fortifiée, avait bronzé, et ses mouvements étaient devenus plus assurés. La pâleur de la ville avait quitté son visage, remplacé par de saines couleurs, et ses yeux brillaient d'un éclat qu'ils n'avaient pas le premier jour. Thomas lui avait construit une petite annexe à la cabane, une chambre séparée avec sa propre fenêtre et un petit poêle. Il travaillait le soir à la lumière d'une lampe à pétrole, et Molly l'aidait en lui tendant les outils et les clous. Elle apprenait vite. Elle pouvait déjà planter un clou droit du premier coup et connaissait la différence entre un rabot et un ciseau à bois. « Maman serait surprise de me voir maintenant, » dit-elle un jour, en regardant ses mains couvertes de petites égratignures dues au travail. Elle veillait toujours à ce que j'aie les paumes douces, comme une vraie dame. « Et tu le regrettes » demanda Thomas. « Non », secoua fermement la tête Molly. « C'est mieux ici. Ici, je peux être vraiment utile, et pas seulement une belle poupée dans une jolie robe. » Chaque matin, après le petit déjeuner, commençaient les leçons. Thomas enseignait à sa fille tout ce qu'il savait. Comment lire les traces des animaux, comment prévoir le temps d'après les nuages, comment trouver des plantes comestibles et des herbes médicinales dans la forêt. « Tu vois ces griffures sur l'écorce » lui montra-t-il des entailles sur le tronc d'un grand pin. C'est un ours qui a fait ces griffes, et d'après la hauteur des marques, on peut deviner sa taille. Molly examina attentivement les marques. « Il est grand, très grand. Un mâle adulte. Mais ne t'inquiète pas, c'est l'automne. Les ours se préparent à hiberner. Ils mangent des baies et des racines. Ils n'attaquent pas les humains s'ils ne sont pas provoqués. Et que faire si on rencontre quand même un ours? Surtout ne pas courir. Un ours est plus rapide que n'importe quel homme. Il faut s'immobiliser. Ne pas le regarder dans les yeux et reculer lentement. S'il se dresse sur ses pattes arrière, ce n'est pas une menace, il essaie juste de mieux te voir. » Molly hocha la tête, mémorisant chaque mot. Elle avait une excellente mémoire, un trait qu'elle avait sans doute hérité de sa mère. Élisabeth aussi pouvait retenir du premier coup un motif de broderie complexe ou la recette d'un nouveau plat. Après la leçon de pistage venaient les leçons de tir. Thomas commença par les bases. Comment tenir correctement une arme? Comment viser? Comment respirer avant de tirer? Il lui donna un vieux revolver, allégé et modifié pour une main d'enfant. Une arme doit toujours être déchargée tant que tu ne comptes pas tirer, répétait-il pour la 100e fois. Et ne pointe jamais le canon vers quelque chose que tu n'as pas l'intention de viser. Même si elle n'est pas chargée? Surtout si tu penses qu'elle n'est pas chargée. La plupart des accidents se produisent avec des armes non chargées. Molly se révéla être une élève douée. Elle avait l'œil vif et la main sûre. À la fin de la 2e semaine, elle pouvait atteindre une cible à 30 pas 9 fois sur 10. Tu tirais mieux que beaucoup d'hommes adultes. La félicita Thomas en examinant une boîte de conserve criblée de trous. J'ai un bon professeur, répondit Molly. Mais il voyait bien qu'elle était fière d'elle. Les soirs,
Une fois le travail de la journée terminé, il s'asseyait près du foyer, et Thomas lui racontait des histoires sur l'Ouest sauvage, sur les villes où la loi était dictée par celui qui dégainait le plus vite, sur les chercheurs d'or qui quittaient maison et famille pour l'espoir fantomatique de s'enrichir, sur les cow-boys qui menaient des troupeaux à travers tout le pays. « Et toi, tu as été cow-boy » demanda Molly. « Non, j'étais un pistolero. C'est différent. Les cow-boys travaillent tout l'un avec le bétail, et les pistoleros, ils règlent les problèmes que les mots ne peuvent pas résoudre. C'est effrayant de tuer des gens. » Thomas resta longtemps silencieux, fixant le feu. Puis il dit doucement, « Oui, très effrayant. Et si un homme ne ressent pas de peur en prenant une arme contre un autre homme, ce n'est plus un homme, mais une bête. J'ai toujours eu peur. Et j'ai toujours essayé de régler les choses pacifiquement d'abord. Mais parfois, ça ne marchait pas. Parfois, ça ne marchait pas. Et alors il fallait choisir. Laisser les méchants faire du mal aux bonnes personnes ou les arrêter de la seule manière qu'ils comprenaient. Molly hocha la tête d'un air pensif. Maman disait qu'il y a le bien et le mal dans le monde, et que chaque personne doit choisir son camp. Ta mère était une femme sage. Et comment était-elle quand vous vous êtes rencontrés? Thomas sourit. Pour la première fois depuis des années, le souvenir du passé ne lui causait pas de douleur. Belle, très belle. Elle avait des cheveux châtains qui brillaient au soleil comme de la soie, et des yeux bruns avec des étincelles dorées. Mais des belles femmes, il y en a beaucoup. Ta mère était spéciale, elle était bonne. Vraiment bonne, pas pour la frime. Raconte-moi comment vous vous êtes rencontrés. C'était l'hiver. J'étais arrivé à Denver pour échapper à une tempête de neige. Je m'étais arrêté à l'hôtel Golden Nugget, le seul qui acceptait de loger un vagabond comme moi. Et ta mère y travaillait comme couturière. Elle réparait le linge, raccommodait que les vêtements des clients. Thomas fit une pause, se remémorant. La première nuit, je me suis réveillé avec de la fièvre. J'avais pris froid en route. Et elle était assise près de mon lit, m'appliquant des compresses froides sur le front. Elle a dit qu'elle m'avait entendu délirer et avait décidé de m'aider. Pendant 3 jours, elle a pris soin de moi, m'a nourri de bouillon, m'a fait boire des tisanes. Et quand j'ai été guéri, elle a refusé de prendre de l'argent. Et vous êtes tombés amoureux? Moi, je suis tombé amoureux tout de suite. Elle était prudente. Elle savait que j'étais un pistolero, que je traînais une réputation sanglante. Mais peu à peu, nous nous sommes rapprochés. Elle voyait que je n'étais pas comme les autres, que je ne tirais que pour défendre les faibles, pas pour l'argent ou la gloire. Molly écoutait, retenant son souffle. Et après, ce furent les mois les plus heureux de ma vie. Nous prévoyions de nous marier au printemps. J'avais déjà commencé à chercher un travail. Je voulais devenir un homme ordinaire, charpentier ou autre. Mais le passé m'a rattrapé. Que s'est-il passé? Thomas hésita, se demandant si elle était prête à entendre toute la vérité. Des gens de mon passé sont arrivés. La bande de Jack Craven, ceux que j'avais arrêtés autrefois. Ils ont appris que j'étais à Denver et voulaient se venger. Pas seulement de moi, mais de tous ceux qui m'étaient chers. Et tu es parti pour les attirer loin? Oui. J'ai laissé un mot pour ta mère. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai disparu dans la nuit. Craven et ses hommes m'ont suivi dans les montagnes. C'est là que nous avons réglé nos comptes définitivement. Tu les as tués? 3 sur 4. Craven, je ne l'ai que blessé. Il s'est rendu quand il a compris qu'il était seul. Il ne m'a plus jamais dérangé. Molly resta silencieuse, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Et pourquoi n'es-tu pas retourné voir maman quand le danger est passé? C'était la question la plus difficile. Thomas fixa le feu et vit le visage d'Élisabeth. La dernière fois qu'il l'avait observée depuis le coin de la rue, avant de disparaître à jamais de sa vie. Parce que j'ai été un lâche, dit-il enfin. Je pensais que tôt ou tard, de nouveaux ennemis apparaîtraient, qu'il valait mieux pour elle de vivre sans moi que dans la peur constante. Mais en réalité, j'avais simplement peur de lui faire du mal à nouveau. Mais elle t'attendait, dit doucement Molly.
Jusqu'à la toute fin, elle a attendu. Je sais, et c'est ma plus grande erreur. Je me suis privé de 12 ans de bonheur, et je t'ai privé d'un père. Molly se leva de son tabouret et s'approcha de lui. Elle l'enlaça par le cou, comme seuls les enfants savent le faire, simplement, sans mots superflus. « Mais maintenant tu es là, dit-elle, et je suis là aussi, et nous pouvons tout recommencer. » Thomas la serra dans ses bras, sentant quelque chose de lourd et de douloureux quitter son cœur. « Oui, dit-il, nous pouvons tout recommencer. » Le lendemain matin, un son inhabituel les réveilla. Le martèlement de sabots sur le sentier pierreux menant à la cabane. Thomas se réveilla instantanément et attrapa son revolver. Quelqu'un montait le sentier de montagne, et ce quelqu'un ne cherchait pas à dissimuler son approche. Thomas se leva sans un bruit de sa couche en peau d'ours et s'approcha de la fenêtre. Le soleil matinal ne s'était pas encore levé au-dessus des sommets, et un brouillard argenté flottait dans l'air. Le bruit des sabots devenait de plus en plus distinct. Au son, il détermina qu'il y avait 3, peut-être 4 cavaliers. Les chevaux avançaient lentement, avec prudence. Le sentier de montagne était traître, surtout dans la pénombre de l'aube. « Molly, appela-t-il doucement, réveille-toi, mais ne te lève pas. » La fillette ouvrit instantanément les yeux. Durant sa vie dans les montagnes, elle avait appris à se réveiller sans bruit. Son regard trahissait l'inquiétude, mais pas la panique. Bien, les leçons n'avaient pas été vaines. « Quelqu'un arrive ?» chuchota-t-elle. « Oui. Prends ton revolver et cache-toi dans la niche derrière le poêle. Si ça commence à tirer, ne sors pas, quoi qu'il arrive. » Molly hocha la tête et glissa silencieusement de son lit. Thomas prit son colt, vérifia le barillet. Les 6 cartouches étaient là. Puis, il prit son fusil et le posa près de la fenêtre, au cas où un tir à longue distance serait nécessaire. Les bruits se rapprochaient. Il distinguait maintenant des voix, masculines, rudes, mais elles parlaient bas, ne voulant sans doute pas réveiller les habitants de la cabane prématurément. Ce n'était pas bon signe. Des voyageurs honnêtes ne se faufilent pas à l'aube. Thomas jeta un coup d'œil par la fente entre les planches du volet. Dans le brouillard matinal, il distingua des silhouettes. 4 cavaliers coiffés de chapeaux à large bord et vêtus de longs manteaux. Un étui pendait à la ceinture de chacun, et les crosses de fusil dépassaient derrière leur dos. Il ne pouvait pas voir leur visage, mais à leur posture, à la façon dont ils se tenaient en selle. Il comprit que ce n'étaient ni des fermiers, ni des marchands. C'étaient des hommes habitués à la violence. « Hé, Mackenzie !» cria l'un des cavaliers, et sa voix résonna en écho contre les rochers. « On sait que tu es là. Sors pour qu'on discute. » Thomas sentit un frisson lui parcourir le dos. Il connaissait son nom. Il savait où il vivait. Cela signifiait qu'un de ses anciens ennemis avait finalement retrouvé son refuge. « Ne te cache pas, Mackenzie !» cria une autre voix, plus jeune que la première. « On n'est pas venu pour toi, on veut la fille !» Le cœur de Thomas manqua un battement. La fille. Ils étaient venus pour Molly. Mais comment pouvait-il savoir pour elle? Et surtout, pourquoi la voulait-il? « Tu entends, le vieux ?» continua la jeune voix. « Donne-nous l'enfant et on partira en paix, sinon on devra la prendre de force. » Thomas regarda la niche où se cachait Molly. La fillette était assise dans l'ombre, le dos contre le mur de pierre, serrant fermement son petit revolver. Dans ses yeux, il vit de la peur, mais aussi de la détermination. Elle ne le suppliait pas de se rendre, elle ne pleurait pas. Elle était prête à se battre. « Qui êtes-vous, qui êtes-vous » cria Thomas en retour sans se montrer. « Et que voulez-vous à la fille ?»« Je m'appelle Sam Denver, » répondit la jeune voix. « Et la fille est ma demi-sœur. Notre père est mort et a laissé un héritage. Selon la loi, la moitié lui revient. » Un mensonge. Thomas le sut immédiatement, non seulement au ton,
mais aussi à la logique. S'il s'agissait d'un héritage, ils auraient amené un shérif ou un juge. Ils ne se seraient qu'en pas faufilés à l'aube, les armes à la main. « La fille n'a pas de demi-frère, » répondit-il. « Je connais sa famille. »« Ah oui ?» La voix de Denver prit des accents moqueurs. « Et tu sais que sa mère était une pute, qu'elle couchait avec différents hommes pour de l'argent. L'un d'eux était mon père. » La fureur éclata dans la poitrine de Thomas comme une flamme blanche. Personne n'osait parler ainsi d'Élisabeth. Personne. « Dernier avertissement, Mackenzie !» cria la voix plus âgée. « Sors-nous la fille, ou on viendra la chercher nous-mêmes. » Thomas entendit les cavaliers mettre pied à terre, le cliquetis des culasses de fusil. Ils se préparaient à l'assaut. 4 contre 1, les chances n'étaient pas bonnes, mais il avait un avantage. Il connaissait chaque pierre autour de la cabane, chaque abri, tandis qu'ils étaient en territoire inconnu. « Molly » appela-t-il doucement. « Tu te souviens du sentier qui mène à la cascade? Celui qui passe par la fissure dans les rochers? »« Oui » chuchota la fillette. « Si je dis cours, sors par la fenêtre de derrière et suis ce sentier. Ne t'arrête pas avant d'arriver à la cascade. Il y a une grotte derrière les chutes d'eau. Cache-toi là et attends que je vienne te chercher. Et si tu ne viens pas, je viendrai, promis. » Dehors, des pas prudents se firent entendre. Ils encerclaient la cabane. Thomas jeta un coup d'œil par l'autre fenêtre et vit l'un des assaillants se faufiler le long du mur, se pressant contre les rondins. Un jeune homme, au visage dur, barré d'une cicatrice sur la joue. « Hé, la fille !» cria Denver. « Tu m'entends? Ta mère nous a dit où te trouver avant de mourir. Elle a dit que tu courais te réfugier chez ton papa dans les montagnes. » Thomas fronça les sourcils. Élisabeth n'aurait jamais révélé l'emplacement de sa fille à des ennemis. Donc, soit il mentait, soit quelqu'un d'autre connaissait son refuge. L'un de ces rares marchands qui montaient parfois dans les montagnes pour les fourrures. « On ne te veut aucun mal, » continua Denver. « Tu viendras juste avec nous en ville, tu toucheras ta part d'héritage, et on se quittera bons amis. »« Papa, » chuchota Molly. « Et s'il disait la vérité? Si maman avait vraiment eu d'autres hommes. » Thomas secoua la tête. « Ta mère était une femme honnête. Et même si elle avait eu des relations avec d'autres hommes, c'était son droit. Mais ces gens mentent. Je l'entends dans leur voix. Comment le sais-tu? 12 ans de métier de pistolero m'ont appris à distinguer la vérité du mensonge. Les gens mentent de différentes manières. Certains rougissent, d'autres détournent le regard, et d'autres encore se mettent à donner trop de détails superflus. Ce Denver est de cette dernière catégorie. Dehors, une branche craqua. Quelqu'un s'était approché de la fenêtre arrière. Thomas se déplaça silencieusement vers la porte et tendit l'oreille. Un autre est au mur droit, le troisième restait avec les chevaux, le quatrième grimpait probablement sur le toit. Thomas entendit les planches grincer. Tactique d'assaut classique, rien de nouveau. « Je compte jusqu'à 10, Mackenzie !» cria la voix plus âgée. « 1. » Thomas pesa ses chances. 4 combattants expérimentés contre lui seul. Molly en danger. Aucune retraite possible. Derrière la cabane, une pente abrupte ne permettait pas de fuir rapidement. 2. Il fallait agir le premier. Thomas le savait. Celui qui engage le combat a l'avantage. 3. Molly, prépare-toi à courir, dit-il doucement. 4. Thomas ouvrit brusquement la porte et roula à l'extérieur, le colt à la main. L'homme près du mur droit ne s'attendait pas à une telle manœuvre. Il visait la fenêtre, pas la porte. Thomas tira le premier et l'assaillant s'affaissa, se tenant l'épaule. « Cours !» cria-t-il à Molly. Des coups de feu éclatèrent, venant de 3 directions à la fois. Les balles sifflèrent au-dessus de sa tête. L'une traversa le chambranle de la porte, à 1 pouce de son visage. Thomas roula derrière un tas de bûches et tira en direction des chevaux, où se cachait Denver. Il manqua sa cible, mais força son adversaire à se baisser. Derrière lui, le bruit d'une vitre brisée se fit entendre. Molly s'échappait par la fenêtre arrière. Bien. L'important était qu'elle atteigne la fissure, avant qu'il ne réalise qu'elle s'était enfuie.
Arrête-toi, salope !» cria quelqu'un derrière. Thomas se retourna et vit l'un des assaillants poursuivre Molly sur la pente. La fillette courait, trébuchant sur les pierres, mais ne s'arrêtait pas. Son poursuivant était plus rapide. De longues jambes d'adulte contre de courtes jambes d'enfant. Thomas visa et tira. La balle passa à côté, mais força le poursuivant à ralentir. Deuxième tir. Il le toucha à la jambe. L'homme tomba, roulant sur les pierres et hurlant de douleur. « Tuez-le » beugla Denver. « Tuez cet enfoiré !» De tous côtés, les tirs redoublèrent. Les bûches autour de Thomas volaient en éclats. Les balles soulevaient des gerbes de poussière du sol. Il roula jusqu'à un saillant rocheux, un abri plus sûr, et rechargea rapidement son revolver. Il lui restait 4 cartouches dans le barillet. Ses adversaires, un nombre inconnu, mais certainement plus. « Rends-toi, Mackenzie !» cria Denver. « La fille n'ira pas loin de toute façon. On la retrouvera. » « Essayez donc, » répondit Thomas en tirant dans la direction de la voix. Le combat dura encore quelques minutes. Thomas ripostait, économisant ses munitions, tandis que les assaillants tentaient de le prendre à revers. Mais le terrain montagneux était de son côté. Trop de rochers et de saillants pour encercler facilement un adversaire. Peu à peu, les tirs cessèrent. Thomas tendit l'oreille. Seulement le vent dans les pins et le hennissement lointain des chevaux. « Denver !» cria-t-il. « Tu es encore en vie ?» Une longue pause, puis « En vie, le vieux. Et ce n'est pas fini. Dégage d'ici pendant que je suis encore de bonne humeur, et emmène tes blessés. On reviendra, pour la fille et pour toi. » Thomas les entendit rassembler leurs blessés, les charger sur les chevaux. Puis le bruit des sabots s'éloignant sur la pente. Il attendit encore une demi-heure jusqu'à ce que les bruits se soient complètement tus. Puis il sortit prudemment de son abri. Des taches de sang maculèrent le sol. Il en avait blessé 2, peut-être 3. Cela suffirait à leur ôter l'envie de revenir de sitôt. Mais Denver n'avait pas menti. Il reviendrait. Et la prochaine fois, ils amèneraient plus d'hommes. Thomas rassembla rapidement ses affaires. Armes, munitions, un peu de nourriture et des vêtements chauds. Il ne pouvait plus rester ici. Il devait s'enfoncer plus profondément dans les montagnes, là où aucune bande ne pourrait le trouver. Mais d'abord, il devait retrouver Molly et s'assurer qu'elle allait bien. Il suivit le sentier menant à la cascade, regardant attentivement autour de lui. La trace de la fillette était visible sur le sol meuble. Elle avait couru vite, mais sans paniquer, choisissant le bon chemin. Arrivé à la cascade, il s'arrêta et cria « Molly, c'est moi, ils sont partis !» De derrière le rideau d'eau, une silhouette familière apparut. La fillette sortit de la grotte, trempée et grelottant de froid, mais saine et sauve. « Papa !» Elle se jeta dans ses bras et le serra fort. « Je croyais qu'il t'avait tué. J'ai entendu tellement de coups de feu. »« Tout va bien, » la rassura Thomas. « Mais nous devons partir. Ils reviendront avec des renforts. Où allons-nous » Thomas regarda les sommets enneigés qui s'étendaient à l'horizon. Quelque part là-bas, au plus profond de la nature sauvage, se trouvait un endroit qu'il avait repéré des années plus tôt. Une vieille cabane de chercheurs d'or dans une gorge difficile d'accès. Même les chasseurs de Primelay. Plus déterminés n'y parvenaient pas. « Vers le nord, » dit-il, « dans les montagnes. Là-bas nous serons en sécurité. Et notre maison ?» Thomas se retourna vers la cabane où il avait passé les meilleures semaines de sa vie depuis 12 ans. La maison qu'il avait construite de ses propres mains. La maison où il avait entendu pour la première fois quelqu'un l'appeler papa. « On en construira une nouvelle, » dit-il, « quelque part où personne ne nous trouvera. » Et ils s'enfoncèrent dans les montagnes, laissant le passé derrière eux, aussi espérant trouver un avenir devant eux. Le voyage vers les montagnes du Nord dura 3 jours. Thomas guida Molly par des sentiers que lui seul connaissait, à travers des cols cachés, le long de rivières de montagne, passant par des grottes où il passait la nuit, allumant de petits feux et s'efforçant de ne laisser aucune trace. La fillette ne se plaignit pas de la fatigue, bien que Thomas vît à quel point c'était difficile pour elle.
Ses bottines de ville se désintégrèrent complètement le deuxième jour, et il lui en fabriqua de nouvelles, avec la peau de cerf, qu'il portait toujours sur lui pour les réparations. « C'est encore loin ?» demanda-t-elle le soir du troisième jour, alors qu'ils s'arrêtaient pour la nuit dans une petite grotte sous un rocher en surplomb. « Nous y serons demain, » répondit Thomas en allumant un feu. « Encore un peu de patience. » Molly était assise, les jambes repliées sous elle, et regardait les flammes. À la lueur du feu, son visage paraissait plus mûr. En quelques jours, elle avait vieilli de plusieurs années. Elle avait vu la mort, entendu des mensonges, appris à courir et à se cacher. Mais la confiance brillait toujours dans ses yeux. Elle croyait que son père la protégerait de tout danger. « Papa, pourquoi nous poursuivent-ils » demanda-t-elle. Qui était vraiment ce Denver? Thomas jeta une autre branche dans le feu et réfléchit. Pendant 3 jours, il avait beaucoup pensé à cette attaque. Denver et ses hommes savaient où chercher Molly. Ils connaissaient les montagnes, la cabane. Mais surtout, ils savaient que la fillette avait une certaine valeur. « Je ne pense pas que ce soit une question d'héritage, » dit-il enfin, « ni qu'il soit ton demi-frère. Il y a une autre raison pour laquelle ils ont besoin de toi. » « Laquelle ? Je ne sais pas encore, mais je le découvrirai. Promis. » Le lendemain matin, ils atteignirent un col élevé, et une gorge s'ouvrit devant eux, étroite, profonde, entourée de falaises abruptes. Au fond, parmi les rochers et les pins de montagne, on apercevait une petite cabane. Le toit était partiellement effondré, les murs noircis par le temps, mais la structure tenait encore debout. « Voilà notre nouvelle maison, » dit Thomas. La descente dans la gorge fut difficile. Il fallait s'agripper aux saillies rocheuses, poser prudemment les pieds sur d'étroites corniches. Mais Molly s'en sortait. Les montagnes lui avaient appris à être agile et attentive. La cabane était en meilleur état qu'il n'y paraissait de loin. Les murs étaient des solides, le poêle ne nécessitait qu'une petite réparation, et le toit pouvait être réparé en 1 jour ou 2. Une source claire jaillissait à proximité, et à quelques centaines de mètres commençait une forêt dense, pleine de gibier. « C'est bien ici, » dit Molly en inspectant leur nouveau logis. « C'est calme et beau, et personne ne nous trouvera, c'est sûr. » Thomas hocha la tête, mais une inquiétude persistait en lui. Denver ne lui semblait pas être du genre à abandonner facilement. Tôt ou tard, il essaierait de les retrouver. Les semaines suivantes furent consacrées à l'aménagement de leur nouvelle maison. Thomas répara le toit, colmata les fissures dans les murs, remit le poêle en état. Molly aidait comme elle le pouvait, lui tendant les outils, tenant les planches, préparant les repas. Il travaillait de l'aube au crépuscule, et fin novembre, la cabane était devenue confortable et chaude. La neige tomba plus tôt dans la gorge que dans les vallées. Dès la mi-novembre, le sol fut recouvert d'un manteau blanc. Mais Thomas était prêt pour l'hiver. Ils avaient amassé suffisamment de bois, fait sécher de la viande, cueilli des racines et des herbes comestibles. Il faisait chaud dans la maison, la nourriture ne manquait pas, et surtout, ils étaient ensemble. Les soirs, une fois le travail terminé, ils s'asseyaient près du foyer, et Thomas continuait d'enseigner à Molly tout ce qu'il savait. Les leçons devenaient plus complexes. Il lui parlait des gens, de la façon de reconnaître le mensonge, de comprendre les véritables motivations d'une personne. « Souviens-toi, Molly, » disait-il. « La plupart des gens ne disent pas ce qu'ils pensent et ne font pas ce qu'ils disent. Il faut regarder les actes, pas les paroles. Et comment savoir à qui on peut faire confiance? Fais confiance à ceux qui sont prêts à sacrifier leurs propres intérêts pour les tiens, ceux qui te protègent sans demander de récompense, ceux qui disent la vérité, même si elle est désagréable. » Molly hochait la tête d'un air pensif, mémorisant chaque mot. Elle était une élève douée, non seulement pour le tir et la survie, mais aussi pour la compréhension de la nature humaine.
En décembre, ce que Thomas attendait depuis longtemps se produisit. Il revint de la chasse et trouva Molly assise près de la fenêtre, un paquet de papiers à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « J'ai trouvé ça dans les vieux vêtements de maman, » dit-elle doucement, dans la poche de la robe qu'elle m'a donnée avant de mourir. Thomas prit le paquet et le déplia. À l'intérieur se trouvaient des documents, l'acte de naissance de Molly, quelques lettres et une carte. Mais ce qui attira le plus son attention fut une coupure de journal jauni. « La plus riche mine d'or du Colorado découverte », lut-il en titre. Le propriétaire de la mine, M. James Warner, est décédé sans laisser de testament. Sa fille, Elizabeth Warner, a hérité de la concession, mais l'héritière est introuvable. Thomas baissa lentement le journal. Tout devenait clair maintenant. Elizabeth n'avait pas simplement pris le nom de Warner. Elle était la fille du vieux James, qui avait trouvé de l'or dans les montagnes et était mort avant de pouvoir en profiter. Et Molly était sa seule héritière. « Un filon d'or, » murmura-t-il. « Voilà pourquoi ils ont besoin de toi. »« Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Molly. « Ça veut dire que tu es riche, très riche. Ton grand-père avait une mine d'or et maintenant elle t'appartient. » Molly ouvrit de grands yeux. « À moi ? Mais je ne veux pas être riche, je veux vivre ici, avec toi. » Thomas la serra dans ses bras. « Et tu vivras ici. Mais maintenant je comprends pourquoi Denver te traque. L'or rend les gens avides et cruels. Il veut mettre la main sur ton héritage. Et qu'est-ce qu'on va faire ?» Thomas regarda longuement la carte jointe au document. La mine se trouvait à 2 jours de marche de leur gorge, dans des endroits encore plus sauvages. Si Denver et ses hommes étaient au courant de l'or, ils n'arrêteraient en pas. Ils chercheraient jusqu'à ce qu'ils trouvent. « Nous irons là-bas, » dit-il enfin. « Nous verrons cette mine, et nous déciderons quoi en faire. Et si c'est dangereux, c'est dangereux partout quand des gens comme Denver te pourchassent. Mais il vaut mieux affronter le danger de front que de passer sa vie à s'en cacher. » Le lendemain, ils se mirent en route. La neige était épaisse et la marche difficile, mais Thomas connaissait les sentiers d'hiver. Le soir du 2e jour, ils arrivèrent à l'endroit indiqué sur la carte. La mine était plus grande que ce que Thomas avait imaginé. Une large entrée de galerie noircissait le flanc de la montagne. À côté se trouvaient des bâtiments en ruine. Un baraquement, une forge, un hangar à outils. Tout était abandonné, recouvert de neige. Mais la vie avait autrefois grouillé ici. « Ça fait un peu peur », chuchota Molly en regardant l'entrée sombre de la mine. « N'aie pas peur, les morts ne font pas de mal, seuls les vivants sont dangereux. » Ils explorèrent dans les bâtiments. Dans le baraquement, ils trouvèrent de vieux meubles, des outils rouillés, des documents dans une caisse étanche. Thomas feuilleta les papiers à la lumière d'une lanterne. « Ton grand-père a trouvé un filon riche, » dit-il. « Il y a des registres de production sur plusieurs mois. Il y a assez d'or pour faire vivre plusieurs générations dans l'opulence. Et tout ça est à moi maintenant ? Légalement, oui, mais il faudra faire valoir tes droits, déposer des documents au tribunal. Et cela signifie sortir de notre cachette, se montrer. C'est ce que Denver attend. » Molly resta silencieuse, regardant les papiers. « Et si on vendait la mine ? On prendrait l'argent et on partirait très très loin, là où personne ne nous connaît ?» Thomas sourit. « Fille intelligente. Oui, on peut faire ça. Trouver un acheteur honnête, vendre la concession et commencer une nouvelle vie dans un autre État. Alors faisons ça. Je n'ai pas besoin d'or, j'ai seulement besoin de toi. » Thomas serra sa fille dans ses bras, sentant la fierté l'envahir. En quelques mois, Molly était devenue non seulement son enfant, mais aussi son ami, sa camarade, une personne sur qui il pouvait compter. « D'accord, » dit-il. « Au printemps, quand la neige fondra, nous trouverons un acheteur. Nous vendrons la mine et nous partirons. Peut-être en Californie ou en Oregon.
là où on peut vivre tranquillement. Et en attendant, nous rentrons chez nous, dans notre gorge, et nous vivrons comme avant, un jour à la fois, sans trop penser à l'avenir. » Ils rentrèrent à la cabane au cœur de la nuit. Thomas alluma le poêle, fit chauffer du lait, et ils s'assirent près du feu, planifiant l'avenir. Un long hiver les attendait, mais ils avaient maintenant un but. Au printemps, ils commenceraient une nouvelle vie, sans poursuivant, sans peur, sans avoir à se cacher. « Papa, » dit Molly alors qu'ils se préparaient à dormir, « tu ne regrettes pas que je sois venu te trouver? Que ta vie tranquille soit terminée. » Thomas la regarda. Ses yeux gris-bleu, les mêmes que les siens, ses cheveux blonds tressés, son visage qui ressemblait de plus en plus à celui d'Élisabeth chaque jour. « Non, » dit-il sincèrement, « je ne regrette rien. Ces mois avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Tu m'as rendu ce que je n'avais pas connu depuis 12 ans, une famille. Et moi aussi je suis bien avec toi. Même quand c'est effrayant et difficile, c'est quand même bien, parce qu'on est ensemble. » Cette nuit-là, Thomas Mackenzie s'endormit paisiblement pour la première fois depuis de nombreuses années. Il avait une fille qui l'aimait. Ils avaient une maison, même si elle était temporaire. Et une nouvelle vie pleine de possibilités les attendait. Dehors, dans les montagnes, le vent hurlait et la neige tombait, recouvrant d'un manteau blanc toutes les traces du passé. Quelque part en bas, dans les vallées, Sam Denver et ses hommes attendaient le printemps pour reprendre la chasse. Mais c'était déjà une autre histoire, celle de la cupidité perdant face à l'amour, et du mal ne pouvant vaincre le bien quand on est prêt à se battre pour lui. Pour l'instant, dans une petite cabane au fond d'une gorge de montagne, un père et sa fille, réunis après de longues années de séparation, dormaient. Et c'était là le plus important des trésors, plus précieux que tout l'or du monde, la famille. Une petite ferme dans la vallée du fleuve Columbia, en Oregon, était nichée au cœur de vergers de pommiers verdoyants. Sur le porche d'une maison blanche aux volets bleus, un homme d'environ 45 ans réparait un harnais, tandis qu'à ses côtés, une jeune fille de 16 ans lisait un livre à haute voix. « Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » termina-t-elle la dernière page. « Belle histoire » dit Thomas Mackenzie en posant les lanières de cuir. « Mais dans la vie, c'est plus compliqué. » Molly ferma le livre et sourit. Dans son sourire vivait encore le souvenir d'Élisabeth. Au fil des ans, elle s'était transformée de fillette maigre en une belle jeune femme. Mais ses yeux gris-bleus étaient restés les mêmes, bons et honnêtes. « Papa, on a de la visite », dit-elle en montrant la route. Sur le chemin poussiéreux, un cavalier en uniforme de shérif approchait. Thomas se crispa instinctivement. Les vieilles habitudes avaient la vie dure. Puis se détendit. C'était John Keller, le shérif de la ville voisine, un homme bon et un vieil ami. « Tom !» lui fit-il signe de la main en descendant de cheval. « J'ai des nouvelles qui pourraient t'intéresser. » « Quelles nouvelles, John ?»« On a attrapé Sam Denver et sa bande, dans le Nevada. Ils ont braqué une banque, mais les habitants les ont encerclés. Denver a été tué lors de son arrestation. Les autres sont en prison à vie. » Molly regarda son père. « Alors, c'est fini ?»« C'est fini, » confirma Thomas, et sa voix trahissait un immense soulagement. 5 ans plus tôt, ils avaient vendu la mine à un riche industriel de San Francisco pour une somme considérable. Ils avaient acheté cette ferme, construit la maison, planté le verger. Thomas était devenu Tom Warner, un fermier respecté, et Molly la meilleure élève de l'école locale. Le passé était resté dans les montagnes du Colorado. L'avenir était ici, dans cette vallée paisible. « Eh bien, ma fille, » dit Thomas en passant un bras autour des épaules de Molly. « Maintenant, nous sommes vraiment libres. Nous avons toujours été libres, » répondit-elle, « tant que nous étions ensemble. » Et quelque part dans les montagnes du Colorado, le vent continuait de chanter dans les pins, et les ruisseaux de couler sur les pierres, gardant le souvenir de 2 personnes qui s'étaient retrouvées
pour ne plus jamais se quitter.